À Monaco, il y a 26 banques. Parmi elles, un établissement suisse implanté en principauté depuis tout juste 40 ans, Edmond de Rothschild. Une banque privée qui prône le sur-mesure avec tout de même 2500 clients fortunés et 17 milliards d'euros en gestion. Les clients arrivent ici pour le nom Rothschild et les valeurs développées par cette génération investie dans la finance depuis Mayer Amschel Rothschild. À la tête de l'antenne monégasque, située dans un lieu très discret, presque caché à côté des thermes, un banquier au profil atypique, passé par le Luxembourg et la Suisse, mais originaire de Corse et de Marseille. Nous avons voulu partir à la rencontre du directeur général de la banque Edmond de Rothschild, Gérard Oresser. Bonjour Gérard Oresser. Bonjour Yann Anthony. Merci de nous accueillir dans votre banque Edmond de Rothschild ici à Monaco. Alors déjà, je ne soupçonnais pas une vue pareille et un bâtiment pareil ici à Monaco. Ah oui, nous avons 6 étages. Ouais. Comme souvent à Monaco, ça part du plus 1, ça finit au moins 4. Et nous sommes ici 250 collaborateurs, un peu plus. 250 collaborateurs. Nous sommes devenus une banque importante. Il y a une dizaine d'années, on était peut-être une centaine, un peu moins. Ouais. Aujourd'hui, plus de 250. Quelle est la différence entre Rothschild & Co et Edmond de Rothschild? C'est deux banques différentes. Deux banques différentes. Nous sommes des cousins relativement éloignés, puisque ça date de 1744, l'origine de la famille. Ouais. Nous sommes plus des spécialistes de la banque privée, mais nous faisons également de la banque d'investissement. Et Rothschild & Co, c'est plutôt de la banque d'investissement qui essaye de faire un peu de banque privée. D'accord, très Par bien. exemple, sur Monaco, ils ont quelque chose autour de 1,5 milliard ou 2 milliards, alors que nous avons 17 milliards d'actifs aujourd'hui. Je vois, ça c'est le logo de votre banque. Edmond de Rothschild. C'est les 5 flèches. Tout à fait. Donc, chacune des flèches représente un des fils du père fondateur, né en 1744, qui a donné des fonds à chacun de ses 5 fils, avec pour mission d'aller fonder une banque. Alors, un en Italie, à Naples, un à Vienne, un à Francfort, un à Londres, et enfin, c'est celui qui était le plus successful, un à Paris, James de Rothschild, qui a participé à toute la révolution industrielle française et qui est notre père fondateur. Ah, ce sont donc les 5 flèches sont les 5 garçons. Les 5 fils du fondateur. Les 5 fils, mais il avait aussi 5 filles, le fondateur. Il avait également 5 filles, effectivement. Mais c'est une époque où les garçons étaient peut-être privilégiés. Bon, et c'est plus le cas maintenant, parce que Ariane de Rothschild et votre banque Edmond de Rothschild, je crois que dans le conseil d'administration, dans l'actionnariat, c'est elle et ses 4 filles. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc maintenant, c'est très féminin. Et elle est également CEO du groupe. Elle est actionnaire et CEO du groupe. Je crois que c'est Christine Lagarde qui avait dit ça. Si ça n'avait pas été les Lehman Brothers, mais les Lehman Sisters, à l'époque de la crise financière, il n'y aurait peut-être pas eu de crise financière. Et elle a probablement raison. If Lehman Brothers had been a bit more Lehman Sisters, we would not have had the degree of tragedy that we had as a result of what happened. Mais alors, si j'arrive en tant que nouveau résident ici à Monaco et que j'ai 1,5 milliard à placer, où est-ce que je vais? À Barclays? Chez Pictet? Julius Baer? Ou alors chez Edmond de Rothschild? C'est une bonne question, mais si vous voulez allons boire un café, on en discute. Ah oui, d'accord, on commence par le café. Ça, c'est le bureau du patron. Exactement. C'est toujours intéressant de voir un bureau, de voir ce que vous avez. Alors déjà, sur votre table, attendez, vous lisez Marcel Proust? Oui. À la recherche du temps perdu? En fait, c'est un trompe-l'œil. En fait, c'est un carnet de notes, mais à l'image de la recherche du temps perdu. C'est l'écriture de Marcel Proust qui cherchait un titre à la recherche du temps perdu. Et à l'époque, il voulait appeler ça les intermittences du cœur. Et finalement, l'intermittence du cœur ne représente qu'un petit chapitre de l'ensemble de la recherche du temps perdu, qui est mon auteur français préféré. Vous êtes très littérature 19e siècle J'adore la littérature romantique du 19e et début du 20e siècle. C'est ma passion. Et je vois que votre Madeleine de Proust... Oui, alors effectivement. Elle est jaune.
Tout à fait. Au risque de me justifier, donc je suis d'origine corse et marseillaise, donc comme tout... Corse et Ouais, Marseillais. tout à fait, c'est un peu compliqué. Ah, c'est le combo gagnant, C'est le ça. combo gagnant. D'accord. Donc, j'aime beaucoup les apéritifs anisés, disons, et je me suis monté une petite collection. Ce sont toujours des cadeaux clients que je garde année après année. Et vous voyez, ils sont très peu entamés. C'est plus esthétique qu'autre chose. Ah, je m'attendais à voir du Rothschild. On en a. Ah, aussi, Mais ça d'accord. sera dans le bureau d'à côté. Du champagne. Je viendrai après. Bien sûr, le champagne des barons de Rothschild, tout à Ouais, fait. ouais. Alors, il y a aussi un ballon de rugby parce que je suis un ancien rugbyman. D'accord. Et on parlait de Marcel Proust tout à l'heure. Ça, c'est le tableau préféré de Marcel Proust. C'est La Vue de Delphes de Vermeer, qui est un tableau qui, pour moi, est un des plus beaux tableaux du monde, si ce n'est le plus beau. Une vraie merveille. Des chercheurs américains ont réussi à retrouver, en fonction de la luminosité des nuages et puis de la brise qu'on voit sur le fleuve, ça a été peint a priori le 3 septembre 1653. C'est précis. Ils ont raison. Et c'est un tableau dont parle beaucoup Proust. Vous avez ici un petit pan de mur jaune dont Proust parle beaucoup dans son œuvre parce qu'il symbolise le travail acharné. Vous savez que Proust, à partir de 1906 jusqu'à 1922, s'est acharné sur son livre. Ça l'a probablement en partie tué, mais pour faire la plus belle œuvre possible. Et Vermeer, qui était un maniaque, il a peint à peine une trentaine de tableaux dans sa vie. De la même manière, ne serait-ce que sur ce petit pan de mur jaune, il a passé des jours et des semaines à aller dans le détail de ce petit pan de mur jaune. Et donc Proust en fait un symbole de son œuvre. On voit chaque grain de sable. Ah, c'est presque du pointillisme. Ah, tout à fait. On voit les risées sur le fleuve. Enfin, c'est une pure merveille. Et c'est intéressant quand même, parce que vous êtes corse et marseillais, et ici, il y a un mélange de littérature, Proust, Vermeer, pastis et rugby. Oui, c'est ça. Je suis très éclectique comme garçon. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'est ça qui fait votre charme quand vous parlez avec les clients, c'est que vous pouvez aller sur tous les terrains, c'est ça? Je ne suis pas sûr que ça fasse mon charme, mais bon, par contre, ça peut agacer ma femme parce que je passe beaucoup de temps à lire et à regarder des matchs de rugby. Essayer de regarder des matchs de rugby, effectivement, ouais. D'accord. Et à boire du pastis, évidemment. Mais vous n'avez pas une formation littéraire? J'ai une formation d'économiste. D'ailleurs, D'accord. j'ai commencé ma carrière comme prof d'économie à Marseille. D'accord. Et je n'ai été enseignant que pendant 3 ans. Et puis, les métiers de la banque, à l'époque, on cherchait beaucoup de banquiers dans les années 1988-1990. Et donc, j'ai basculé vers la banque pour mon plus grand plaisir à la fin. L'enseignement me manque un peu parce que c'est un métier extrêmement agréable et puis extrêmement enrichissant. Mais la banque est devenue ma... Tout de suite chez Edmond de Rothschild? Non, je travaillais pendant 25 ans dans une grande banque universelle française. Alors ça, c'est intéressant, vous avez travaillé longtemps dans d'autres banques. Quelle est la différence de culture entre ces autres banques et Edmond de Rothschild? Ce sont deux univers complètement différents. Dans les grandes banques, la plupart d'entre elles sont cotées en bourse et l'horizon d'investissement, c'est 6 mois, 1 an, parce qu'on doit répondre à l'actionnariat. Le directeur général doit répondre à l'actionnariat. Dans une banque familiale comme Edmond de Rothschild et tout particulièrement de Rothschild, l'horizon d'investissement est beaucoup plus long, c'est sur plusieurs générations. Et la conséquence, c'est que nos relations avec nos clients sont très très différentes. On ne cherche pas à gagner de l'argent sur le dos de nos clients immédiatement. On cherche à faire œuvre utile avec nos clients, à participer. En fait, on a plus une relation de partenariat qu'une relation client-fournisseur. Ça veut dire que vous n'êtes pas focalisé sur la performance? On n'est pas... Alors, notre objectif, évidemment, c'est de faire de la qualité, de rendre le meilleur service possible à nos clients. Donc, évidemment, ça passe par la performance. Mais on essaye aussi et surtout de proposer à nos clients ce qui nous semble le plus adapté à leurs besoins. Pas ce qui est le plus rentable pour la banque. Ce qui nous permet d'avoir un horizon d'investissement avec nos clients très, très, très long. Vous avez tout cet écosystème qui est extraordinaire. Il faut se rendre compte que cette famille, et Ariane de Rothschild en particulier, détient des vignes un peu partout dans le monde. En France, évidemment, à Bordeaux, mais également en Espagne, en Argentine, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Donc, elle investit partout dans la vigne. Il y a également des hôtels magnifiques. Vous avez un voilier depuis 150 ans. On a les bateaux les plus rapides du monde. Nous avions le Gitana 17 jusqu'à très récemment, qui a gagné à peu près toutes les courses. Ah, le Gitana 17. Gitana 17. Ça, c'est à la fois, finalement, une œuvre d'art Oui. et un bateau de performance. C'est un bateau magnifique. Il fait 32 mètres de long sur 23 mètres de large. Il est monumental.
C'est une œuvre d'art, mais les voiles sont splendides, qui représentent les 4 filles d'Ariane de Rothschild. C'est sur le Général 17. La nouvelle voile est encore différente. Qui a gagné toutes les courses. Et Ariane a décidé de s'en séparer, bien qu'il ait tout gagné, pour faire un nouveau bateau. Cet esprit d'entreprise, de recherche, d'innovation permanente, qui est vraiment passionnant dans ce groupe-là. Et le bateau va être mis, le Général 18, donc, va être mis en eau très prochainement, dans les semaines qui viennent, et finira par tout gagner probablement. Le fait d'avoir des vignobles, des châteaux, du fromage, un bateau, Du miel, des hôtels, c'est une logique de diversification ou c'est pour construire l'imaginaire de la banque? Alors effectivement, ça fait partie de l'imaginaire, mais vous donnez des sujets de conversation à vous avec vos clients? Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je m'ennuie très vite, ne me parle pas plus de 30 secondes. Oui, c'est vrai. Je suis un garçon assez... toujours pressé. C'est un de mes nombreux défauts, effectivement. Bon, bah, on va parler vin et fromage, alors. Oui, venez, je vous amène dans le bureau de Fabienne qui a quelques échantillons. Mais alors, Gérard, pour vous, l'inscription de Monaco sur la liste grise, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Nous trouvons cette décision très, très sévère. Moi, personnellement, qui travaille dans d'autres places offshore, je trouve que c'est extrêmement sévère. Ceci dit... Quand vous dites d'autres places offshore, ici, c'est considéré comme une place offshore? Le terme est un peu impropre, mais c'est des places dans lesquelles le private banking est très développé, de Luxembourg, Genève, Monaco. Donc c'est extrêmement sévère. Et puis, au-delà de ça, on a bon espoir avec la MAF, mes collègues de la MAF, on a très bon espoir d'en sortir dès le mois de juin. La principale conséquence, c'est un peu de lourdeur administrative. Un peu. Oui, c'est... beaucoup. Oui, trop de lourdeur administrative, parce que nos correspondants bancaires nous posent des questions sur l'ensemble des mouvements de nos clients. Quand un client fait un virement de Monaco vers l'étranger ou reçoit des fonds d'étranger, les correspondants bancaires sont plus exigeants sur l'origine de la fortune, l'origine des fonds, les motifs du mouvement. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de vraies conséquences. Les gens continuent à arriver à Monaco. Vous savez, les gens viennent à Monaco, beaucoup pensent que c'est pour la partie fiscalité. Pas du tout. Les gens aujourd'hui viennent à Monaco d'abord pour la sécurité, pour la stabilité, pour la qualité des soins, de la médecine, et enfin, éventuellement, et pas toujours, pour la fiscalité. Donc, finalement, la liste grise n'a pas changé grand-chose. Les gens n'ont plus rien à cacher aujourd'hui. Les valises de billets qu'on traînait il y a encore 20 ans dans les banques avec des compteuses à billets, c'est fini. Les gens sont transparents et vont chercher les places qui leur conviennent le mieux. Et il y a 20 ans, quand vous faisiez votre métier, vous pouviez faire des choses que vous ne faites plus du tout aujourd'hui? Le métier a complètement changé. Ouais. Personnellement, il y a 20 ans, j'étais banquier et 90% de mon temps, c'était parler à des clients. Aujourd'hui, un banquier va passer peut-être 50 ou 60% de son temps à la rigueur administrative, au bon suivi de dossier. Le métier a complètement changé. D'accord. Il y a beaucoup de vertus à ça. Mais dans le bon sens ou pas? Écoutez, oui, dans le bon sens. Même si le métier est moins, sympa qu'il y a 20 ans, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais par exemple, il y a 20 ans, moi j'arrivais avec un demi-milliard à placer. Vous me posiez beaucoup de questions? Il y a 25 ans, disons. Il y a 25 ans? On posait beaucoup moins de questions. D'accord. Tout à fait. Vous demandiez quand même ma carte d'identité? Parfois, ça pouvait s'arrêter à ça, oui. Mais alors, là-dessus, Monaco était déjà, il y a 25 ans, parce que j'étais à Monaco il y a 25 ans, et j'arrivais d'une autre place offshore. Monaco était déjà plus regardante, plus vigilante que les autres places offshore européennes. C'est à ce titre que je vous dis que je trouve que le traitement que nous subissons est particulièrement sévère, pour ne pas dire un peu injuste, quoi, comparé à d'autres places sur la planète. Et malgré tout, là, sur, on va dire, les 2 années écoulées, est-ce que vous avez senti un ralentissement de l'activité en raison de la liste grise? Finalement, on constate que ce n'est pas vraiment le cas. D'accord. Un alourdissement administratif, mais pas de ralentissement d'activité, parce que chaque année, Edmond de Rothschild, chaque année, bat tous ses records en matière de collecte, de performance, de résultats. Donc, nous, en tout cas, on ne l'a pas senti. Hello Fabienne. Bonjour, Bonjour, je suis Fabienne, je suis responsable du marketing pour Edmond de Rothschild à Monaco. D'accord, très bien.
Donc c'est vous heureuse. qui avez les bouteilles de vin, les bouteilles de champagne, de parfum, le fromage, vous avez tout dans votre bureau. Exactement. Ok. Je suis assez heureuse d'avoir ce bureau qui représente un petit peu tout l'univers en dehors de la finance du groupe Edmond de Rothschild. Et puis tout cet univers, eh bien, c'est comme on va dire, un bureau témoin. Il y a du storytelling derrière chaque chose que Ah, le produit brie de notre mots, c'est ça, écosystème. c'est le dernier C'est le- brie de mots fermier. AOP, c'est ça au AOP, monde. au Le monde. seul, Bon. le seul. Fermier parce que nous avons notre propre Le dernier exploitation. brie de mots au monde. Exactement, fermier, fermier, Ok. c'est le mot qui est le plus important. Ouais. Puisque tout est produit dans notre ferme, on a notre cheptel qui mange notre fourrage, qui produit notre lait, et tout est fait à la ferme. Donc c'est un brie fermier, et c'est le seul au monde. Voilà. Alors il est décliné avec la truffe, par exemple, avec un pourcentage de truffe un petit peu extraordinaire, sur lequel on aime bien communiquer. Et voilà, mais on fait d'autres fromages que le brie dans cette très belle ferme. Et qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de Edmond de Rothschild? Qu'est-ce que ça Pourquoi, dit de nous? pourquoi vous communiquez sur du fromage? Alors, on communique sur du fromage parce que ça fait partie de notre histoire, le fromage. Donc, le baron Edmond de Rothschild adorait ce fromage et il a souhaité le produire lui-même. Comme chaque chose dans cette famille, il y a une histoire derrière et on est très heureux de pouvoir effectivement parler de cela. Et puis, parmi les fromages qu'on produit, on a aussi une très belle petite tome de vache qui est frottée à la lie de vin de Château Clark. Alors, encore une fois, des croisements dans notre Tout est lié. histoire. Et donc, C'est une le maison d'idées. Château Clark, d'accord. Et alors, ça me permet de passer à Château Clark, puis qui a eu un très joli lifting. On a des chais qui sont spectaculaires. Là encore, c'est un outil aussi. C'est un outil pour nos banquiers, un outil de fidélisation, un outil même de prospection, puisque tout cet univers nous permet de parler de choses un petit peu différentes, de parler pas seulement de la banque, en fait. D'accord. Vous travaillez comment, Gérard? Dans quelle mesure c'est des outils pour vous? Alors, au-delà des outils, en fait, ça permet de faire réaliser à nos clients que nous sommes au-delà d'une banque. La famille fait beaucoup plus de choses qu'une banque et participe à la vie de la planète en faisant du vin, en faisant du miel, en faisant du fromage. Donc, est-ce que vous connaissez une autre banque qui peut proposer à ses clients de manger du fromage fabriqué par le CIO de la maison? Donc, on est C'est ça différents. votre argument? Ah oui, tout à fait. On est différents. Barclays, Pictet. Mais il ne faut pas de fromage. Là, vos chiffres, donc, vous avez dit tout à l'heure, vous étiez à 17 milliards de gestion d'actifs. Il y a 10 ans, vous étiez à combien? On était à moins de 4 milliards. 4 milliards. Et on a plus de 3 milliards de 100 millions en gestion sous mandat et plus de 3 milliards en Vous avez advisory. fait x4 en 10 ans. Plus de x4. OK. Beaucoup plus que x4, oui, tout à fait. D'accord. La banque s'est très, très, très fortement développée parce qu'on a su accompagner nos Avec le clients. Covid. Malgré le Covid, tout à fait, oui. Parce que sur le Covid, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à avoir tous les outils pour que nos clients, nos collaborateurs puissent travailler à distance. Donc, on a très bien passé cette étape du Covid. Et puis, derrière, en entourant nos clients de toute notre offre, vous voyez, on a des spécialistes du financement, on a des spécialistes de l'ingénierie patrimoniale. Très peu de banques ont ça à Monaco. On a des spécialistes de l'advisory, des spécialistes de la gestion, et on a même une filiale de courtage en assurance vie. Donc, la gamme que nous offrons à nos clients de banque privée, c'est du 360 degrés et c'est ce qui les fidélise, c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pour répondre à votre question tout à l'heure, nous avons tout chez nous. It's a one-stop boutique. D'accord. One-stop boutique, 360 degrés avec du vin, du fromage, du parfum. Et puis, je vois d'ailleurs votre prochain siège. Tout à C'est la Villa Valentina. Tout à fait. Mais si vous voulez, je vous y amène tout de suite. Allez, go. Ah oui, là, ça va être un changement d'ambiance radical entre, d'un côté, le Carré d'Or, et là, maintenant, la place du marché. Tout à fait. Ben oui, là, on va rentrer dans le cœur vibrant, le cœur battant de la principauté de Monaco. Vous voyez, avec cet immeuble absolument fantastique. On aura en tout 11 étages, plus de 5000 mètres carrés, avec une terrasse sur le toit, un dôme magnifique. On est très, très fiers. Et puis, pour nos 250 collaborateurs, ça va être absolument extraordinaire de vivre ici avec tous les commerces, le marché. Alors, on est très, très, très heureux d'arriver Au fond, ici. au départ, c'est parce que là, pour l'instant, vous êtes chez l'ASBM, Oui, tout à fait. ils restructurent tout, Ils donc vous refont ne pouvez l'immeuble, pas tout à fait. rester, Exactement. donc vous deviez trouver un lieu, parce que comment on fait pour trouver un nouveau lieu Alors, pour 250 collaborateurs à Monaco? Parce que c'est ça le problème. ça a été un vrai miracle, en fait, Ouais. quand Stéphane Valéry nous a annoncé qu'il voulait reconstruire l'immeuble. On a dû chercher de nouveaux locaux, on a rencontré tous les promoteurs. Et puis, finalement, le promoteur qui a fait cet immeuble a fini par donner son accord. Il voulait en faire un immeuble d'habitation. Et il a accepté de le transformer pour faire un immeuble de bureau. Ça va à la fois nous permettre, nous, de nous rapprocher du
cœur de Monaco, et à ce cœur de Monaco d'être redynamisé, parce que imaginez 250 personnes qui arrivent ici, ce bar par exemple Bien ici sûr. va profiter. C'est vrai que de ça fait tout 250 clients de plus Oui, tout à fait. pour le marché. Apporte le marché et puis tous les petits restaurants du quartier. Tout le monde, tous les Monégasques adorent ce quartier. Je crois, vous le premier. n'est-ce pas Et qu'est-ce que ça dit de vous et d'Edmond de Rothschild finalement de s'installer là maintenant? Alors, eh bien, écoutez, quand on connaît bien ce promoteur, on se rend compte que, regardez le souci du détail, regardez les détails de cet immeuble. Ouais. Ben, je pense que le promoteur a le même état d'esprit d'Ariane, c'est-à-dire créer de la valeur, créer du bien-être, créer de la substance au cœur de Monaco. Quels enjeux ça représente de trouver un lieu comme ça pour 250 personnes et de déplacer 250 personnes à Monaco? C'est quoi les difficultés? Alors, la difficulté principale, quasi unique, Ouais, c'est qu'en général, les gens ont peur du changement. d'accord. Et on pensait que c'était très compliqué de convaincre nos collaborateurs de quitter le Carré d'Or pour aller vers la Condamine. Et en fait, c'est l'inverse. Les gens sont tous très contents de venir ici D'accord. parce qu'ils vont retrouver une vie de quartier qu'on n'a pas réellement dans le Carré d'Or, en fait. Donc à la fin, c'est facile comme histoire. La banque Edmond de Rothschild va passer cet été d'un lieu très discret, niché au pied de l'hôtel de Paris, à l'un des plus beaux immeubles de la Condamine, cœur populaire du pays. Un changement de décor radical, un coup de poker pour une banque privée dont les clients sont plus habitués au palace du Carré d'Or, mais finalement un cadre plus proche encore des valeurs mises en avant par le groupe, l'histoire, le vin, le fromage et le miel.